Bonjour, bonjour Aïcha Benaïssa, comment allez-vous? Très bien, merci. Bienvenue sur diversité.be, nous sommes ravis de Oui. vous accueillir aujourd'hui. Aïcha, peut-être je vais un peu vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas. Donc vous êtes sociologue, vous êtes notamment rattaché au laboratoire du GSRL, donc qui est le groupe des sociétés sur les religions, la laïcité et la gestion du fait religieux en entreprise. C'est votre spécialité. Et vous êtes aussi délégué général de l'OPIAD. Qu'est-ce que l'OPIAD en fait? L'OPIAT, c'est l'Observatoire des populations immigrées, des populations immigrées africaines et leurs descendants, que j'ai cofondé avec d'autres collègues sociologues, partant du constat en gros que les populations immigrées africaines et leurs descendants sont pris en objet de débat public et en objet de polémique depuis 40 ans. Donc il y a une espèce de saturation du débat public autour de ces populations spécifiques. Or, il n'y a aucun organisme aujourd'hui qui recense des données sur ces populations. C'est-à-dire, en gros, on en parle beaucoup, mais on les connaît mal. Et donc l'idée de cet observatoire, c'est de créer, de réunir, de produire et de faire produire des données sur ces populations, tout en respectant les rigueurs de la science scientifique, et de les diffuser au maximum. Voilà en deux mots. C'est une lourde tâche et c'est tout Oui. à votre honneur. Alors, avant de parler réellement de votre cheval de bataille, hein, qui est l'islam en entrepreneuriat et la laïcité dans le monde de l'entreprise, il y a une actualité aujourd'hui en France qui est une candidate de la République en marche qui se trouve, enfin qui est voilée et donc qui est sur une affiche de campagne pour les régionales, non les départementales de C'est Montpellier, ça. c'est ça? Alors, il y a un grand débat aujourd'hui en France ce matin. Qu'est-ce que vous en pensez et ce débat a-t-il lieu d'exister en fait? Bon, il faut comprendre une chose pour comprendre l'enjeu de ce débat. En réalité, il y en a régulièrement des polémiques de ce type depuis quelque temps sur les femmes voilées particulièrement. Mais on comprend pas ce qui se passe aujourd'hui si on n'inscrit pas ça dans une histoire un peu plus longue. Disons qui s'est passé au début des années 2000 avec l'accession de Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle, vous vous souvenez, en 2002. À l'époque, en France, on appelait ça le choc, donc c'était un choc. Bon. En réalité, ce qui s'est passé après avec la droite au pouvoir, c'est que la droite a tout de suite embrayé sur la question de la laïcité en se demandant comment se rapatrier l'électorat du FN, du Front National, dans le giron de la droite républicaine. Et ils se sont dit, il faut qu'on se réapproprie la valeur de la laïcité, mais qu'on la réapproprie d'une manière tout à fait spécifique et dirigée contre les musulmans. Voilà. On s'est dit explicitement dans le rapport Barouin, il faut le lire, c'est en 2003, j'invente rien, où il dit, voilà, il y a une menace aujourd'hui en France, la menace, c'est l'expression visible des musulmans en France, il faut donc se servir de la laïcité comme un outil idéologique, un outil politique, dirigé contre les musulmans. Et depuis 2003, on n'a pas cessé d'avoir surgir au devant de la scène publique et politique l'idée qu'il faut imposer la laïcité, une définition très spéciale de la laïcité, etc. Et donc ça a fait naître régulièrement des polémiques autour de la question de l'islam, de la question de la laïcité, etc., etc. Et donc celle d'aujourd'hui en est malheureusement une parmi d'autres. Mais là où c'est plus inquiétant, me semble-t-il, c'est que maintenant, très clairement, on voit les autres partis, dits républicains, comme la République en marche, qui a été élue, faut-il le rappeler, sur une vision libérale de la laïcité. Aujourd'hui, Mhm. la République en marche confirme les idées du Front National. Et là, je pense qu'on assiste à un véritable tournant très inquiétant. Ben justement, ce débat, enfin en tous les cas, cette question de cette jeune femme qui porte un voile sur une affiche électorale arrive quand même dans une période un peu crispée en France. Hein, Samuel Paty et puis les différents faits divers que nous avons connus ces derniers jours. Et puis cette tribune des généraux, la troisième qui vient de paraître donc dans les colonnes de valeurs actuelles. Est-ce que justement cette volonté de la République en marche, en tous les cas de la locale de Montpellier, est une volonté réellement d'ouverture ou de jeter un pavé dans la mare? Est-ce que c'est pas aussi peut-être le mauvais moment ou au contraire le bon moment pour être peut-être un peu progressiste sur ces questions de voile? Bah oui, mais enfin, tous les signaux qu'ils ont envoyés depuis qu'ils sont au pouvoir, tout de même.
Ce sont des signaux qui ont consisté à, pour des raisons politiciennes en plus, hein, qui ont consisté plutôt à parler à l'électorat du Front National. Mhm. Et il n'y a eu aucun signe de la République en marche depuis qu'ils sont au pouvoir, aucun signe de la République en marche vers une vision plus libérale de la laïcité. Je dis plus libérale en réalité, vers une vision strictement juridique de ce que dit la laïcité. Bon, Mhm. prenons cet exemple de cette femme vêtue d'un voile et qui candidate à une élection. Le droit, qu'est-ce que dit le droit? Le droit dit qu'elle a le droit, puisque c'est une élue, ce n'est pas une fonctionnaire d'État. Or, en France, seuls les fonctionnaires d'État sont soumis à un devoir strict de neutralité, Mhm. pas les élus. Donc, le droit dit cela, la protège dans sa liberté. Or, ce qui est inquiétant, c'est que les responsables politiques eux-mêmes vont à l'encontre du droit. Bon, et ça, c'est quelque chose de complètement ahurissant. C'est-à-dire que le droit n'est même plus respecté dans l'objectif, hein, Mhm. final, politicien, de parler à l'électorat du Front National. Alors, on reviendra sur ces questions peut-être un peu plus tard dans notre entretien, mais revenons peut-être à votre domaine de compétences, hein, qui est donc l'ISAM, laïcité au sein de l'entreprise. Moi, j'ai envie de faire un petit flashback en arrière. Parlons un peu de cette première vague de migration dans les années 50, migration musulmane, qui était un peu en lien aussi avec l'immigration en Belgique. Hein. Je pense que la vague de migration des musulmans en Belgique, c'est surtout une vague marocaine et turque. Les Algériens un peu plus en France. Cette question de laïcité à l'époque n'était pas du tout évoquée, alors que c'était déjà des musulmans qui arrivaient avec leurs pratiques. Pourquoi aujourd'hui cette question est plus prégnante et plus récente et nouvelle finalement? Tout à fait. Alors, c'est exactement la question à laquelle j'essaie de répondre dans mon livre, donc que je viens de sortir en novembre 2020, qui s'appelle Le travail et l'islam, généalogie d'une problématique, où je pars de la question que vous venez de poser. C'est-à-dire, en gros, aujourd'hui, on dit que nous sommes face à un problème nouveau, inédit, qu'on n'a jamais vu, qui serait l'expression visible des musulmans dans tous les espaces publics, y compris dans le domaine du travail. Et ça, c'est quelque chose qui serait a priori complètement nouveau. Voilà. Bon, moi, la question que je pose dans mon livre, c'est est-ce que c'est réellement nouveau? Et effectivement, dans les années 60, 70, etc., les travailleurs immigrés qui occupaient les postes les plus difficiles au sein du système industriel français, ça doit être sans doute la même chose pour le cas belge, pratiquaient sur leur lieu de travail. Et figurez-vous qu'ils pratiquaient sur leur lieu de travail avec l'approbation des directions d'entreprise, des syndicats et avec les encouragements du personnel politique. Moi, j'ai une citation dans mon livre où je montre une citation de Paul Dijoux, qui est un secrétaire d'État aux travailleurs immigrés à l'époque, dans 74, et qui dit et qui dit aux entreprises, mettez en place des dispositifs qui visent à favoriser la pratique religieuse des musulmans sur leur lieu de travail. Et à l'époque, ça n'a fait aucun problème. Il n'était Mhm. pas du tout question. Comment vous l'expliquez justement? Est-ce que c'est parce que ce sont des travailleurs manuels, subalternes, enfin qui n'ont pas des postes intellectuels ou à responsabilité? C'est lié? Alors, moi, je l'explique par, disons, pour aller vite, par deux phénomènes. Le premier, il y a ce que vous dites, pour les raisons économiques et sociales. C'est-à-dire que c'était des postes, les travailleurs immigrés au sein du système industriel français de l'époque étaient essentiels au système industriel. Ils étaient Mhm. absolument, voilà, c'était absolument essentiels parce que c'était les métiers les plus difficiles, etc., etc. Et donc, leur présence était très importante pour le patronat comme pour les politiques publiques. On ne pouvait pas s'en passer. Donc on pouvait s'accommoder de leur présence. Vous voyez et de la présence religieuse, je veux dire, puisque leur rôle est important. Ça, c'est la première chose. Et deuxième point, ce qu'on oublie souvent, et ce que je rappelle très fortement dans mon livre, c'est qu'à l'époque, la configuration politique générale, les représentations qui dominent cette époque-là, c'est les représentations du mythe du retour. Vous savez, c'est Mhm. un Tout à fait. sociologue, Abdelmalek Saleh, qui parle du mythe du retour, cette idée, au fond, que ces travailleurs immigrés, ils sont là, mais au bout d'un moment, ils vont partir. Hein. Bon, et il y a eu des politiques publiques qui ont été dans ce sens-là. Hein. Donc, la présence religieuse, au final, elle ne pose pas de problème puisque ces gens-là vont partir. Voilà l'idée qui domine à cette époque. Bon, je le dis rapidement, mais je le documente bien dans mon livre. Ce qui se passe, c'est qu'au début des années 80, là, au moment où on commence à comprendre
que en réalité ils ne vont pas partir, ils vont rester, et qu'en plus de ça, ils ont des enfants qui vont à l'école, qui vont même à l'université, etc., et qui accèdent à des postes inaccessibles à leurs parents, Responsabilité aussi. responsabilités inaccessibles à leurs parents. Et c'est à ce moment-là que l'islam surgit comme problème public, c'est-à-dire au moment où il se sédentarise, au Oui, moment où on commence à comprendre qu'il prend place, alors oui. il surgit comme problème public. Est-ce qu'il n'est pas aussi un peu cristallisé avec en 89, ces collégiens de Creil qui refusent d'enlever leur voile? euh, C'était quand même quelque chose qui nous apparaissait tout à fait nouveau, même nous issus de l'immigration, ou des jeunes filles de la deuxième génération, je pense, ou même peut-être déjà troisième à l'époque, euh, revendiquent leur identité, leur islamité. Est-ce que c'est pas là la fracture ne s'est pas installée à ce moment-là aussi quelque part? Dans l'esprit collectif français ou occidental en règle générale. Oui, alors c'est vrai que c'est multifactoriel. Il faut le rappeler. Il y a plusieurs raisons de cette réaffirmation de l'identité religieuse, et à mon avis, là, on n'aura pas le temps de tout les exploiter toutes. Mais il y a effectivement l'affaire de Creil. On parle de l'affaire de Creil. En réalité, de plus en plus, les sociologues se mettent d'accord pour dire que la première affaire autour de la question de l'islam, c'est les grèves de 83-84 dans les industries automobiles, où les travailleurs immigrés s'impliquaient, se mobilisaient pour les grèves de cette époque-là dans les industries automobiles. Et pour la première fois, le personnel politique accuse ces travailleurs immigrés d'être des islamistes. Bon. Et donc, c'est à ce moment-là que la question de l'islam apparaît dans le vocabulaire politique. Donc, avant 89. Sur la question de la réaffirmation identitaire, il y a évidemment, il faut le dire, une offensive politique et idéologique, disons des courants islamistes qui ont, voilà, qui se sont imposés progressivement en Europe, en France particulièrement. Ça, c'est documenté et c'est incontestable, c'est vrai. Bon. Mhm, Mais mhm, c'est insuffisant pour expliquer. Voilà, c'est insuffisant. Si on ne prend pas en compte la question économique et sociale, si on ne prend pas en compte la question des assignations identitaires, depuis les années 80 en gros, quand bien même on a compris que cette population était restée, euh, elle n'est toujours pas acceptée comme légitime. Moi, je pense qu'il y a un vrai problème autour de la question de la présence légitime de ces populations en France. Ça doit mhm. être la même chose en Belgique. Donc, ces entreprises d'assignation identitaire qui se traduisent comment? Qui se traduisent par des discriminations encore accablantes pour ces populations-là. Donc, vous voyez, c'est à mon avis, il faut articuler tous ces phénomènes-là pour comprendre cette réaffirmation identitaire auprès de la population de la jeunesse, dont Oui. 89 a été un des symptômes. Alors moi, je voulais aussi vous questionner sur vos activités aujourd'hui. Vous êtes conférencier, vous travaillez beaucoup dans les entreprises, on vous invite pour parler justement de l'islam et de laïcité. Que faites-vous dans les entreprises et comment êtes-vous reçu parmi elles? Oui. Alors, je travaille depuis 10 ans maintenant en tant que consultant-chercheur auprès des entreprises, des collectivités, des ministères, etc., sur toutes les questions liées à la diversité, la lutte contre les discriminations, et je me suis spécialisé sur la question du fait religieux. Donc, j'en suis aujourd'hui à plus de 500 formations, des diagnostics, des conseils, je fais du conseil, etc., sur toutes ces questions-là. Bon, voilà. Il y a, Euh, il y a une vraie demande, on a besoin de vos services de plus en plus? Bah de plus en plus, oui, de plus en plus. Pourquoi? Parce que il faut dire qu'il y a une confusion généralisée de la question sur la question de la laïcité. On n'y comprend plus rien, les gens n'y comprennent plus rien. Voilà. Qu'est-ce que veut dire vraiment que la laïcité? Elle a été malheureusement publiquement et politiquement réduite à une définition extrêmement rabougrie, c'est-à-dire à ses principes les plus stricts, du type la neutralité, la laïcité, c'est uniquement la neutralité, etc. Or, il y a un vrai travail à faire pour les gens comme moi, les acteurs de terrain, pour faire comprendre que la laïcité est une loi libérale, d'abord, qu'elle consacre la liberté de conscience, la liberté de culte, etc. Évidemment qu'il y a tout un certain nombre de restrictions, mais la liberté est primordiale dans la question de la laïcité. Et ça malheureusement, c'est encore mal compris. Voilà. Est-ce que vous êtes bien reçu lorsque donc vous prestez, enfin vous êtes là et vous expliquez votre vision de sociologue. Est-ce que vous êtes bien reçu? Enfin, je vous avoue que j'ai revu une de vos vidéos hier ou avant-hier où vous expliquez l'anecdote d'un responsable qui à un moment donné se lève parce que vous estimez que le voile
devrait être accepté ou porté dans l'entreprise. Et quand vous sortez, enfin, je vous laisse raconter cette anecdote parce que je la Oui, trouve parlante. oui. Oui, oui, c'est une anecdote qui m'a moi aussi marqué. Alors, j'expliquais, donc je fais une formation comme d'habitude où j'explique, notamment quand j'aborde la question juridique, la question du droit, je dis par exemple, une femme responsable des ressources humaines a le droit de porter un foulard si elle le souhaite. Voilà. Étant donné que ça ne contrevient pas aux principes de d'hygiène, sécurité, etc., tout un certain nombre de principes. Donc, elle est dans son droit. C'est une entreprise privée. Elle ne représente pas l'État. Par conséquent, elle a le droit. Scandale dans la formation. À vrai dire, le problème ne vient pas de là parce que j'ai l'habitude de ça. À chaque fois que je présente des choses comme ça, j'ai l'habitude que les gens soient scandalisés par. Or, bon, très bien, je laisse passer. Je dis que c'est pas de ma faute, hein, c'est que c'est quand même la laïcité qui est comme ça, c'est le droit qui s'applique. Bon, voilà, je sors de cette formation. Bon, je reprends l'ascenseur et en descendant de l'ascenseur, je croise sur mon chemin une femme voilée, mais avec une serpillière et un seau. Et donc moi tout de suite je l'arrête, je la questionne, je lui dis mais qu'est-ce que vous faites là? Elle me dit oui je travaille bien ici, ça fait 4 ans que je travaille ici et je suis femme de ménage. Je dis mais votre voile, vous portez toujours le voile? Oui je porte toujours le voile. Et est-ce que ça a posé problème? Non jamais. Ça n'a jamais posé problème, on m'a jamais fait de remarque. Et pour moi c'est absolument et tout de suite ça a fait un déclic dans ma tête en réalité. Ce que je savais, ce que tout le monde sait à peu près mais il a fallu cette expérience-là pour que je Ça comprenne le rejoint ce lien. que vous disiez. Oui, ça rejoint ce que vous disiez sur les premiers migrants, les Voilà, immigrés qui sont arrivés et qui avaient des travaux d'ouvriers. Et là, ça ne pose pas de problème. Mais voilà, lorsqu'on a des gens qui peut-être pourraient être votre égal ou votre concurrent, ça pose un problème. tout à fait. C'est exactement ça. C'est l'idée qu'en réalité, dès lors que l'islam reste à sa place symbolique, traditionnelle et historique, c'est-à-dire Mhm. tel qu'on l'a toujours conçu dans les représentations collectives, c'est-à-dire l'ouvrier, la femme de ménage, la nounou, ce type de type comment dire de fonction stéréotypée à laquelle on attribue des profils sociaux. Bon, ça pose pas de problème. Et d'ailleurs, bon, il y a qu'à se promener dans France, dans Paris, vous verrez, hein, des nounous voilés, ça ne pose aucun problème. Bon. Mais dès lors que l'islam, c'est-à-dire donc représenté symboliquement ici par la femme voilée, franchit ce que j'appelle la barrière de classe, c'est-à-dire elle change de classe sociale, occupe des postes qui jusqu'à maintenant où on ne voyait pas les femmes voilées, bon, là ça fait scandale. Donc moi ce que je dis c'est que le problème n'était pas tellement la question du voile, le problème est la question de sa place symbolique. Exactement, ouais. Alors, Hicham Ben Aïssal, il y a aussi une question que je voulais vraiment vous poser, c'est que aujourd'hui, enfin, la société est un peu schizophrénique pour l'instant. Et on veut de plus en plus de diversité à tous les niveaux. C'est quelque chose vers lequel on tend, on l'espère, on le souhaite, on y travaille. En même temps, cette diversité doit se fondre et donc devenir presque invisible. Comment vous expliquez ça et comment est-ce possible? Est-ce Oui, que c'est réellement faisable dans la pratique? oui, vous avez raison de bien souligner ça, parce que moi je pense qu'en réalité, le fait religieux aujourd'hui est un symptôme qui prend beaucoup d'ampleur, mais qui traduit assez bien deux phénomènes auxquels on assiste, conflictuels, deux phénomènes sociaux, conflictuels qui se confrontent. Le premier phénomène, c'est une diversification irréversible et souterraine, silencieuse, de la population française. C'est-à-dire c'est irréversible, qu'on le veuille ou non, les dynamiques sociales qui sont à l'œuvre font que la population française se diversifie. Elle se diversifie tant dans ses profils sociaux, tant dans ses profils ethniques, dans ses, voilà, dans, la Mais en question. Belgique, en Hollande et dans beaucoup de pays d'Europe du Nord. Hein. Exactement. En réalité, c'est un phénomène très largement européen. Bon, elle se diversifie dans toutes ses composantes. Bon. Et alors, cette diversification appelle à ce que, provoque plutôt, génère le fait que des gens qui jusqu'à maintenant ne prenaient pas la parole publiquement prennent la parole. Mhm. Des gens qui jusqu'à maintenant ne revendiquaient pas ou peu revendiquent, réclament leurs droits, bon, etc. Ça, c'est une dynamique profonde.
très forte et à mon avis, voilà, il n'y a rien à faire. Et ça va aller de plus en plus vers ça. Mais il y a une deuxième dynamique bruyante, extrêmement bruyante, qu'on entend, voilà, qui vient plutôt des groupes dominants. Hein, ceux qui étaient qui reposaient en fait leur statut social, leurs intérêts sociaux, symboliques, politiques, etc., qui se sentent menacés dans leur position sociale et qui du coup se servent d'un certain nombre de concepts, laïcité, république, démocratie, etc., se servent de ces concepts-là qui définissent pas ou peu pour en réalité contrer cette menace, Mhm. contrer ce phénomène qu'ils perçoivent comme menaçant. Voilà. Et à mon avis, c'est ça les deux conflits auxquels que les sociétés européennes sont en train de subir. Alors, le temps passe très vite, hein. Je vais vous poser une dernière question, et j'aime parce qu'on pourrait passer évidemment des heures à évoquer cette thématique qui nous passionne. Mais pour revenir peut-être un petit peu à l'actualité en France, est-ce que ce que vous venez de nous développer ici, finalement, les politiques n'en font que le reflet, ou est-ce que les politiques influencent aussi quelque part l'opinion publique? Qui influence qui? L'opinion publique, les politiques, ou les politiques, l'opinion publique? C'est très difficile à dire, hein. C'est la question de la fée de la poule. Je pense que c'est effectivement une dialectique. Il faut voir ça comme des dialectiques. Les politiques sont très soucieux de l'opinion publique et l'opinion publique est très influencée par les discours politiques. Donc il y a une espèce de dialectique qui est en train de se former. Mais cette dialectique-là, malgré tout, dans laquelle nous sommes inscrits, l'opinion publique vers laquelle elle va, les politiques, les discours des politiques m'inquiètent. Moi, Mhm. s'il y a quelque chose que je dois dire aujourd'hui sur la situation sociale et politique en France, je la trouve très inquiétante. Nous avons une échéance dans un an, en 2022. À mon avis, ça va être un vrai tournant parce qu'on ne sait pas. Marine Le Pen peut être élue. Je veux dire, aujourd'hui, c'est probable. Et peut-être élue sur ces questions-là, sur la question de la laïcité, de l'islam, du danger de l'islam, etc. Enfin, faut rappeler quand même que les militaires ont signé une deuxième tribune. La police a approuvé enfin, en tout cas, un syndicat de police a approuvé la tribune de ces militaires en disant qu'en effet, il faut. Bon, voilà. Donc la situation est très inquiétante. Il y a une opinion, en effet, qui est travaillée pour cela. Euh, Mhm. il faudrait dire deux mots sur le système médiatique, mais on n'a pas le temps. Voilà. Tout ça fait que je suis quand même relativement inquiet. Mais nous sommes aussi inquiets en Belgique de ce qui se passe en France et évidemment on vous regarde, on vous suit, on est très attentif parce qu'on est très impliqué aussi par la politique française qui Mm. forcément nous touche. En Mm. tout cas, Hichem, merci. Hein, on aurait beaucoup Merci de choses beaucoup, à Malika. demander, mais voilà, ce sera partie remise. Merci Merci beaucoup, Hichem Malika. et à bientôt. À Merci. Au bientôt. revoir. Merci. Au revoir.